Bonjour à tous et tous. Moi aussi, je suis très contente de pouvoir être ici parmi vous. Je suis très contente et impressionnée de vous voir aussi nombreuses et nombreux, même si on m'avait prévenu, et de voir qu'il peut y avoir un vrai intérêt pour cette recherche qu'on a menée et que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc moi, je suis Jeanne Demoulin, donc j'ai été rajeunie dans la présentation d'avant. Je suis plus doctorante, je suis maîtresse de conférences à l'Université Paris-Nanterre, membre du laboratoire CREF, qui est un laboratoire en sciences de l'éducation, et responsable d'un master dans lequel on forme beaucoup de jeunes qui se destinent à travailler dans le champ de la jeunesse, donc à exercer les métiers que vous exercez aujourd'hui. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui la recherche participative Pop Art, les quartiers populaires au prisme de la jeunesse. J'ai fait un petit PowerPoint pour vous aider à suivre, mais j'espère que ça va être dynamique quand même. Donc, c'est une recherche qu'on a menée au départ sur les pratiques et représentations des jeunes de quartiers populaires, qui est un projet classique de recherche financé par l'Agence nationale de la recherche, que j'ai coordonné avec Marie-Hélène Baquet, qui est professeure à l'Université de Nanterre, dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Et notre point de départ, c'était vraiment d'analyser les pratiques et les représentations de jeunes de quartiers populaires en partant de leur expérience et dans différents contextes. Donc c'était une recherche participative, c'est-à-dire qu'on est parti de cette question très large pour voir ensuite ce qui pouvait remonter. Et le but aujourd'hui, c'est que je vous explique un peu comment on a travaillé pour justement avoir cette expérience des jeunes et puis quelques résultats, même si bien sûr, j'aurais pas le temps de parler de tout. Je vous ai mis ici un site de la recherche, jeunesdequartier.fr, que vous pouvez aller consulter, sur lequel vous aurez accès à l'ensemble des résultats de la recherche et puis aux différentes productions en lien avec la recherche sur lesquelles je reviendrai plus tard. Et il y a aussi un ouvrage que je n'ai pas, que j'avais plus sous la main, donc je ne vous ai pas amené, mais vous avez le lien vers l'ouvrage sur le site également. Alors, quand on parle de recherche participative dans le milieu de la recherche, pour nous, donc c'est un peu différent d'une recherche-action, c'est-à-dire que notre objectif n'était pas de transformer les choses au moment de la recherche, mais c'était de mener une recherche, donc de produire des connaissances avec des personnes dont ce n'est habituellement pas le rôle, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas des chercheurs, des universitaires. En l'occurrence, on a travaillé donc avec des jeunes et avec des professionnels de la jeunesse, je vais y revenir. Quand on parle de quartier populaire, nous, quand on a employé ce terme, on a parlé de quartier populaire pour parler des territoires qui accueillent des populations qu'on appelle des classes populaires. Donc, c'est pas spécifiquement des quartiers politiques de la ville. C'est-à-dire qu'il y avait des quartiers politiques de la ville, mais c'est pas uniquement des quartiers politiques de la ville. Et quand on a parlé de jeunesse, donc c'est une notion qui est beaucoup discutée en sciences sociales, je ne vais pas développer là-dessus ici, mais on n'a pas défini dès le départ de tranche d'âge, c'est-à-dire qu'on a demandé qui se retrouvait dans cette catégorie jeune. Et donc, on a travaillé avec des jeunes de 14 à 38 ans, avec une majorité de jeunes entre 18 et 22 ans, mais on n'a pas exclu des jeunes au motif qu'ils ne rentraient pas dans une catégorie d'âge. Voilà, à partir du moment où ils se reconnaissaient dans cette catégorie, ils ont participé à la recherche. Donc c'est une recherche qui a associé une quinzaine de chercheurs qui appartenaient à différentes disciplines, donc moi en sciences de l'éducation, mais aussi des urbanistes, des sociologues, des géographes, des historiens, des architectes, donc vraiment une multitude de disciplines. On a travaillé également avec des professionnels qui travaillaient donc sur les 10 quartiers dans lesquels on a travaillé et encore une fois des professionnels qui travaillaient dans des structures très différentes, donc des structures municipales, espaces jeunes, etc., des associations locales de territoire, d'accompagnement à la scolarité, d'accompagnement socioculturel, mais aussi des personnes qui avaient une expérience dans le champ de la jeunesse, qui étaient engagées dans le champ de la jeunesse sans forcément travailler dans une structure définie. Et donc on s'est vraiment adapté aux configurations locales, au territoire, en allant chercher les personnes qui étaient intéressées par ce sujet, qui avaient envie de rentrer dans cette recherche. Et on a travaillé avec entre 10 et 15 jeunes par quartier. Donc, je vais vous rentrer un peu dans le détail après pour que vous compreniez bien, mais on a travaillé à chaque fois avec un groupe qui est resté le même tout au long de la recherche sur chacun des 10 quartiers.
Donc les quartiers, les territoires sur lesquels on a travaillé, je vous les ai mis sur la diapositive. Donc on n'a pas réussi à travailler dans le Val d'Oise, mais on a travaillé en fait avec des personnes avec lesquelles on avait déjà eu des contacts, des relations. Vu que c'est une recherche qui a duré sur un temps très long, il fallait qu'on s'assure d'avoir des partenariats sur le temps long, mais on est ouvert tout de même à travailler sur le Val d'Oise, bien entendu. Et en tout cas, ce qui nous intéressait, c'est d'avoir des quartiers populaires très divers, hein. Vous le voyez dans la liste, on a donc un quartier à Paris intramuros, dans le 18e, et on a, par exemple, vers Saint-Denis, qui est un quartier en Seine-et-Marne, qui est un quartier périurbain, pas très loin de Corbeil-Essonnes, qui était aussi un des terrains. On a des quartiers qui sont proches de Paris, Aubervilliers, Pantin, qui connaissent des processus de gentrification, hein, d'extension de Paris et d'arrivée massive de classes sociales plus aisées dans ces quartiers populaires, avec des transformations majeures du territoire et des impacts forts sur la jeunesse. Mais aussi dans des quartiers très traditionnels quand on a l'image quartier populaire en France, quartier politique de la ville, donc Nanterre. On a travaillé dans le quartier du Petit Nanterre, hein, le quartier qui jouxte l'université, et dont l'histoire recoupe parfaitement l'histoire des logements sociaux et l'histoire de la politique de la ville, un quartier classique de Tours et de Bar, qui a connu les bidonvilles, etc. Dernier point que je voulais dire en introduction, c'est qu'on a mené une recherche participative. Pour nous, ça voulait dire reconnaître le travail de chacun, et donc que tout le monde se mette au travail dans la recherche. Donc nous, en tant que chercheurs, on était payés pour faire ce travail. Les professionnels de la jeunesse étaient payés pour faire ce travail. On a indemnisé les associations avec lesquelles, enfin les structures avec lesquelles on a travaillé. Et on a fait le choix d'indemniser les jeunes avec lesquels on a travaillé. Là aussi pour leur dire qu'on leur demandait vraiment un travail et pour qu'on arrive à travailler en fait les rapports d'inégalité, d'asymétrie des positions, même si bien sûr ils n'étaient pas payés comme nous, comme les professionnels de la jeunesse, mais voilà, il y avait quelque chose qui rentrait là-dedans. Donc on pourra y revenir dans la discussion, hein, mais simplement vous dire que qu'on a fait le choix sur la plupart des territoires de recruter les jeunes sans leur dire qu'ils allaient être indemnisés, pour pas que ça soit la motivation première de leur participation. Mais que bien entendu ça a pu jouer un rôle dans leur engagement sur le temps long, même si on s'est rendu compte qu'ils sont continués parce que le projet a débordé, a continué plus longtemps que ce qu'il devait, et ils ont continué à s'impliquer en dehors du cadre de la rémunération quand notre budget était arrivé à épuisement. Voilà, donc je vais d'abord revenir sur pourquoi on a voulu faire cette recherche participative en quelques mots. Bon, c'est quelques petits points un peu théorique, on va dire, qu'on se pose en tant que chercheur, mais ça me paraissait important de vous le dire pour que vous voyez dans quelle posture on se situe. On était vraiment une équipe de chercheurs où on avait l'ambition de travailler sur cette question de la démocratisation de la recherche, hein, c'est-à-dire de faire sortir l'université et la recherche d'une tour d'ivoire et dans laquelle on va réfléchir à des questions qu'on se pose nous et travailler entre nous, discuter entre nous, et d'aller produire de la recherche avec des personnes qui n'ont pas forcément l'habitude de faire de la recherche, et de travailler sur ce dialogue entre science et société, qui est quelque chose qui est aujourd'hui assez à la mode et qui, à notre grand bonheur, se développe. On a aussi voulu mener une recherche participative parce qu'on voulait prendre en compte la diversité des savoirs, hein, donc dire voilà, il y a des savoirs universitaires, théoriques, mais il y a aussi les savoirs de terrain, les savoirs professionnels de tous les professionnels de la jeunesse avec lesquels on a travaillé notamment. Et puis il y a aussi tous les savoirs des jeunes. Alors on parle beaucoup du savoir d'usage, hein, mais nous on parlait plutôt des savoirs d'expérience, hein, c'est-à-dire des expériences des jeunes, de ce que chacun vivait, et qu'on croyait au fait que le dialogue entre ces différents savoirs, l'articulation entre ces différents savoirs pouvait nous permettre de produire des connaissances différentes de celles qui sont menées dans des recherches traditionnelles dans lesquelles les chercheurs vont rencontrer des personnes, faire un entretien, puis repartent et ne donnent plus de nouvelles et vont publier leur article dans une revue scientifique que pas grand monde ne lit à part les chercheurs. Et enfin, on avait vraiment un objectif d'émancipation, d'empowerment, d'empouvoirment, comme vous voulez le traduire. En tout cas, cette idée que par la recherche, les jeunes pouvaient acquérir des compétences,
se conscientiser, enfin réfléchir aux situations qu'ils traversent, se rendre compte que si ce sont des situations individuelles, ce sont néanmoins des situations qui sont partagées, qui sont aussi collectives, et donc se sentir appartenir aussi à un collectif, sortir un petit peu de situations très individuelles, enfin des choses que vous connaissez dans votre quotidien, j'imagine, mais qui sont encore assez rarement des objectifs qui sont mis au centre des processus de recherche. Alors, comment on a travaillé? Donc, comme je vous l'ai dit, la recherche, elle s'est étalée de 2017 à 2022 avec le Covid au milieu, on pourra y revenir aussi, mais on a commencé en travaillant vraiment sur chacun des territoires, sur chacun des 10 quartiers, pendant environ 6 mois. Donc, les jeunes, à ce moment-là, se rencontraient au sein de leur groupe, sur leur territoire, mais pas entre eux. On avait vraiment, quand on a dit des ateliers, c'est qu'on a regroupé ces jeunes au départ en leur disant on va travailler sur votre expérience urbaine. On est parti de leur expérience dans la ville et à partir de là, on a fait émerger des thématiques, puisque voilà, l'expérience urbaine nous a amené à faire par exemple des parcours commentés, puis du coup à parler de ce qui se passait sur chacun des endroits du quartier, des territoires, et donc à aller sur d'autres thématiques. Donc, on a travaillé en utilisant beaucoup des méthodes de l'éducation populaire. Donc, c'est là aussi que on était certains à être formés à ces méthodes, mais on a aussi beaucoup appris avec les professionnels jeunesse, puisqu'on a co-animé les ateliers pour produire des connaissances. On a travaillé beaucoup à partir de matériel apporté par les participants. Donc on leur demandait d'apporter des objets, des photos de manière traditionnelle. On leur donnait des petits exercices à faire d'un atelier à l'autre pour qu'ils arrivent avec des choses sur lesquelles on travaillait. Et puis on a utilisé des outils beaucoup plus classiques de la sociologie. Donc par exemple des cartes mentales. On demande aux jeunes de dessiner leur quartier en voyant ce qu'ils mettent en avant par rapport à d'autres choses et en analysant ça. Donc les parcours commentés dont j'ai déjà parlé, on les laissait nous guider dans le quartier, nous montrer les endroits qu'ils voulaient nous montrer, nous parler aussi des endroits qu'ils ne voulaient pas nous montrer ou qu'ils ne voulaient pas qu'on voit. Et ce qu'on a vraiment essayé de faire tout au long de ce processus-là, de ce temps-là, c'est d'associer les jeunes à l'analyse. Encore une fois, c'était pas de dire faites votre carte mentale et puis nous on va aller l'analyser. On a demandé aux jeunes de faire leur carte mentale sur cet exercice-là, par exemple. Ensuite, on leur a demandé de se présenter l'un à l'autre par groupe de 2 leur carte mentale, donc de s'expliquer pourquoi ils avaient fait comme ça. Puis on est passé en plus grand groupe. Et à partir de là, dans l'étape suivante, ils ont aussi travaillé avec les jeunes des autres territoires. Je vais y revenir après. Et donc, ça nous permettait, là, vous voyez, vraiment d'analyser ensemble, puisqu'ils faisaient petit à petit émerger les points communs, les divergences sur leurs différentes cartes. Ça les amenait à réfléchir sur pourquoi il y avait ces écarts, etc. Et à partir de là, nous, on pouvait aussi apporter des choses à partir de nos savoirs, notre posture. Et vous le verrez sur le site internet et dans le livre, c'est au fur et à mesure de ces ateliers que les thématiques ont émergé, les thématiques qu'on a approfondies. Donc bien entendu le quartier, j'en ai déjà beaucoup parlé, mais aussi les relations filles-garçons, le sport, la religion, l'avenir, les études, enfin vraiment tout un panel de thèmes qui fait partie de la vie des jeunes, les discriminations, l'engagement bien entendu, leur trajectoire, et donc voilà une mosaïque de choses. On a essayé de balayer l'expérience des jeunes, mais pas à partir de ce que nous on imaginait de leur expérience, mais à partir de ce qui est venu, de ce qu'ils ont pu nous apporter. Un point qui est important aussi, c'est qu'on a vraiment travaillé sur la diversification des manières de les faire parler et réfléchir. Et donc, je vous l'ai dit, on a travaillé en se promenant, avec des dessins, avec de l'écrit, mais on a aussi choisi d'utiliser la vidéo en se disant, là pour le coup de notre point de vue de chercheur, comme l'a dit Madame la Préfète, plus si jeune quand même, mais où voilà, on voyait les jeunes toujours avec le téléphone, la vidéo, etc. On s'est dit que la vidéo pouvait a priori être un outil d'expression intéressant.
Et donc, on a demandé aux jeunes de réaliser des petites vidéos de 2 minutes maximum, il y en a qui dépassent un peu, mais 2 minutes maximum, pour parler d'un lieu et d'un thème. Donc, c'était ça la consigne. C'était, voilà, vous avez sur votre quartier, il y en a qui se sont affranchis de la consigne et sont allés au-delà de leur quartier, mais vous pouvez parler d'un lieu, d'un thème, et on les a laissés complètement libres de faire une fiction, un documentaire, un reportage, enfin ce qu'ils avaient envie. Et nous, on les a simplement accompagnés pour essayer le montage, par exemple, enfin, les questions techniques, quand ils ne savaient pas trop comment faire leur affaire. On a essayé de, voilà. Donc, on a eu des formations aussi sur ce sujet-là, les chercheurs, les professionnels, les jeunes, pour être en mesure de les accompagner. Toutes les vidéos sont aussi sur le site internet. Je vais vous en montrer 2 juste après, mais vous pouvez les voir. Donc ça nous a permis vraiment de découvrir aussi, enfin de faire parler autrement les jeunes et d'avoir encore d'autres types, d'autres discours. Et puis bien entendu, ça a été un outil important pour l'analyse. Alors c'est là que la question technique va arriver. Je voulais vous montrer 2 vidéos. Donc une première qui est une vidéo qui a été réalisée par un jeune de Pantin, donc Pantin qui est une commune qui est située juste à l'est de Paris, qui est limitrophe de Paris, à l'est de Paris, et qui connaît un processus très fort de gentrification, vraiment avec une arrivée massive des classes supérieures dans la commune, et qui est aussi un quartier, une ville, pardon, traditionnellement populaire, hein, avec des grands quartiers d'habitat social, comme le quartier des 4 Chemins, les Courtillères avec le fameux Serpentin. Et donc, un des jeunes a fait sa vidéo sur ces processus-là. Donc là, je lance. On va voir si on a du son. Tout marche. Voilà, donc le site qui s'affiche n'est plus le bon, c'était le site qu'on avait au fur et à mesure de la recherche, mais normalement ça va vous renvoyer vers le site actuel. Donc là c'est vraiment un sujet, cette question de la gentrification qui est vraiment venue très rapidement dans les ateliers et où les jeunes se sont rendus compte en fait à quel point c'était partagé entre eux. En fait, ce que nous a vraiment permis la méthode par rapport à d'autres recherches qui ont été menées sur la gentrification, c'est de voir que les jeunes sont en fait assez ambivalents par rapport à cette gentrification, puisque d'un côté, ça leur permet de bénéficier d'une ville plus propre, plus agréable, plus calme, d'un cadre renouvelé, agréable, etc. Enfin, je reprends leurs mots.
mais en même temps qui les satisfont tant qu'ils sont encore chez leurs parents. Tous les jeunes là, habitaient encore chez leurs parents et qu'ils avaient un lieu dans lequel habiter, mais qui s'interrogeaient vraiment très fortement sur comment ils allaient faire une fois qu'ils allaient vouloir partir de chez leurs parents, puisqu'ils voyaient bien tous que en fait, la ville devenait inaccessible. Les prix de l'immobilier montaient en flèche et qu'ils n'allaient pas pouvoir se reloger. Et donc, avec l'ensemble de ces logements que vous voyez un peu dans la vidéo cette fascination quand même pour tous ces nouveaux bâtiments, mais qui sont bien sûr complètement inaccessibles pour les parents des jeunes. Donc ça nourrit aussi des ambitions en termes d'avenir professionnel, de pouvoir un jour avoir un salaire qui permettrait d'accéder à ces logements. Et puis vous voyez aussi bien la violence symbolique à travers cette vidéo, symbolique, qui n'est pas du tout que symbolique, pour ce jeune en particulier, puisqu'il dit un moment dans la vidéo, il écrit dans la vidéo, j'ai vu les transformations de ma fenêtre, et on voit ensuite la partie qui reste non rénovée. Donc lui habite dans cette partie non rénovée, dans un immeuble insalubre. Il habite dans un 2 pièces avec sa mère qui est tombée malade du fait de l'insalubrité du logement. Ils ne parviennent pas à obtenir un logement social. Ils ont des conditions de vie, ils les avaient à ce moment-là, des conditions de vie très dures, et ils voyaient toute cette transformation se faire. Et en même temps, ce jeune, lui, était parti étudier à la fac à Paris, essayer de sortir un peu, de se rapprocher de ce nouveau monde qui lui-même se rapprochait de lui, alors qu'en même temps, ce monde reste inaccessible. Donc, vous voyez, ça nous apporte ce discours vraiment propre à partir de son expérience, et c'est un outil vraiment intéressant aussi pour faire discuter les jeunes entre eux à partir de ce qu'ils ont pu vivre. Donc ça, c'est une des thématiques qui est beaucoup ressortie sur ce territoire. Et je voulais vous montrer une deuxième vidéo qui concerne la religion, qui est aussi un des thèmes qu'on n'avait pas, là, de notre université, qu'on n'avait pas imaginé prendre autant de force, autant de place, autant de force dans la vie des jeunes. Un dimanche matin dans cette église pour filmer les lieux. Alors le son est assez mal mixé, donc il va falloir essayer d'augmenter un petit peu quand il se met à parler. Excusez-moi, je remets un peu avant du coup. Je suis arrivé un dimanche matin dans cette église pour filmer les lieux afin d'enrichir notre capsule. Je suis arrivé en retard et en franchissant les portes, en pleine messe, le prêtre s'avance vers moi, me tend la main et me dit « Mes salutations, enfant de Dieu ». Et ce qui m'a le plus surpris durant la messe, c'est que lorsque tout le monde s'est mis à chanter, une dame à ma droite était dans un état de mysticisme. Elle fermait les yeux, criait le chant et balançait son corps d'avant en arrière. Je vis dans un quartier où la majeure partie de la population est musulmane. C'est pour cela que cette mosquée est beaucoup plus fréquentée que l'église. On s'y rend avec mes amis et ma famille la plupart des vendredis pour écouter les rappels de l'imam, lors des prières nocturnes durant le ramadan, et pour plein d'autres choses et à d'autres moments. Cours de Coran, cours d'arabe, déjeuner avec les plus nécessiteux, etc. L'église et la mosquée sont à quelques mètres l'une de l'autre. Donc voilà. Cette vidéo qui a été tournée donc, dans le quartier du Petit Nanterre, dont je vous parlais tout à l'heure. Donc sur les 130 jeunes avec lesquels on a participé, 90% des jeunes se déclaraient, se reconnaissaient appartenir à une religion. Et parmi eux,
90% de religion musulmane. Donc c'est pas, on n'a pas recruté sur les questions de religion. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui est venu très fortement, qui témoigne bien entendu des territoires sur lesquels on a travaillé. Et voilà, on a vraiment vu cette question émerger et on s'est rendu compte à quel point la question religieuse structurait la vie des jeunes, leur rapport à leurs expériences, leur rapport à l'avenir, la manière de se projeter dans un avenir familial, un avenir professionnel, etc., qui correspond à la quête actuelle de spiritualité, hein, de manière plus générale. On ne peut pas forcément considérer que c'est un retour massif aux religieux en tant que tel, mais qui caractérise plus généralement le retour d'une quête spirituelle dans notre société aujourd'hui. Ce qui est assez intéressant avec cette vidéo, enfin dans la manière dont elle a été produite, c'est que donc au Petit-Nanterre, le Petit-Nanterre, c'est un quartier qui a été habité initialement et encore aujourd'hui beaucoup du fait de l'immigration algérienne. Hein, c'est les bidonvilles, puis les immeubles de logements sociaux qui ont été construits, avec une très forte majorité de population musulmane. Et donc les jeunes étaient, sur les 14 jeunes, il y en avait 12 qui étaient de religion musulmane. Donc quand on a demandé sur quel lieu vous voulez montrer, sur quoi vous voulez faire des vidéos, etc., il y a eu cette discussion très forte autour de comment on va montrer la religion. Et donc il faut à tout prix faire une vidéo sur la mosquée. Mais en même temps, cette préoccupation de se dire, oui, mais si on montre que la mosquée, on va encore dire qu'on s'intéresse, qu'on met en avant que notre religion, on va nourrir les préjugés, etc. Donc comment on fait au Petit-Nanterre, il y a aussi une église, donc on va montrer les deux, on va faire une vidéo qui montre les deux. Et en l'occurrence, la personne qui a réalisé cette vidéo, donc ça c'est aussi, ça me semble assez intéressant, en fait c'est une fille qui a donc demandé à un garçon de lire son texte, et c'est une jeune fille qui est voilée, et donc c'est son texte, c'est son expérience. Donc quand elle dit « j'ai été dans l'église un dimanche matin », elle était effectivement dans l'église un dimanche matin, elle est arrivée, jeune fille voilée dans l'église. Et donc en fait tout ça, ça nourrit vraiment aussi son discours, son expérience. Via la recherche, elle s'est dit bon, il faut que j'aille voir, j'ai jamais mis les pieds dans cette église, il faut que j'aille voir. Elle a raconté aux autres, ça a généré des discussions. On a pu parler du coup des différentes religions, de ce que chacun mettait derrière, etc. Donc vous voyez comment, via la recherche, on est déjà arrivé à ce processus de comment on compare, qu'est-ce qu'on en fait, comment on analyse. Donc voilà, donc ça c'est deux vidéos sur deux thèmes. Vous pourrez aller en regarder d'autres. Donc là, je vais peut-être accélérer un peu. Pour finir, donc sur la méthode, ensuite, on a réuni l'ensemble des jeunes des 10 quartiers. Donc vous avez une photo ici, on les a réunis pendant un week-end, l'ensemble des jeunes, l'ensemble des chercheurs, l'ensemble des professionnels, pendant un week-end à Paris, avec vraiment cette idée de les faire travailler ensemble à partir de ce qu'ils avaient travaillé dans chacun des groupes. Et donc ils ont pu mettre en commun leurs analyses, comparer d'un territoire à l'autre ce qui était similaire, différent, et ce qu'ils avaient à discuter. Il y a eu vraiment un enthousiasme important de la part des participants, et se sont rejoués à ce moment-là des discussions sur la hiérarchisation entre les quartiers, en disant oui, tel quartier, c'est plus dur que chez nous. Vers Saint-Denis a été très fortement stigmatisé parce que c'était un quartier vu comme rural, mais vous, qu'est-ce que vous faites là? Vous n'êtes pas un quartier populaire. Voilà, donc Vers Saint-Denis était obligé de se défendre, de prendre la parole, de dire pourquoi eux se reconnaissaient aussi dans cette catégorie, qu'est-ce qu'ils avaient travaillé, etc. Beaucoup de stigmatisation aussi sur le quartier de Corbeil-Essonnes, les Tarterets, en disant oh là là, il y a les jeunes des Tarterets qui sont là, donc des jeunes d'autres quartiers disant mais nous, on a peur en fait avec ces jeunes dans la salle, donc, et comment au fur et à mesure du week-end ils ont pu discuter, essayer de comprendre ce qui faisait peur, ce qui était différent ou pas d'un quartier à l'autre, etc. Et ce qu'on a vu aussi, c'est comment des relations se sont créées, des amitiés se sont créées finalement d'un quartier à l'autre, et on peut aussi étendre finalement les territoires de circulation des jeunes qui se sont mis à se déplacer davantage aussi en Île-de-France pour aller à la rencontre des uns et des autres. On n'a pas voulu s'arrêter à ce stade-là, on a voulu vraiment poursuivre avec les jeunes et donc écrire avec les jeunes. Alors là, je fais les entretiens, mais
j'étais passée à l'autre étape. Donc on a voulu écrire avec les jeunes, et donc c'est là que l'indemnisation s'est arrêtée, hein. C'est à ce moment-là, on n'avait pas prévu d'aller plus loin. On a proposé aux jeunes de continuer, donc de se retrouver à nouveau un week-end tous ensemble pour écrire, et on a eu 90 jeunes qui sont venus avec les professionnels de la jeunesse. Donc on s'est retrouvés à la campagne, on a écrit ou commencé à écrire la plupart des textes qui figurent dans le livre, et qui avaient déjà été, enfin les analyses avaient déjà été travaillées, mais là l'idée c'était d'arriver à les mettre en mots. Donc là aussi on a utilisé différentes méthodes. On a pu soit le groupe débattait, on prenait des notes, puis on relisait, on arrivait à un texte, soit on pouvait les enregistrer et puis on retranscrivait, soit ils écrivaient eux-mêmes. Enfin ça c'est vraiment en fonction de chacun. Enfin il y a tout un tas de méthodes qui ont été utilisées. Et puis ce que j'ai passé là vite fait, c'est qu'on a aussi fait des entretiens individuels avec chacun des jeunes, dans une méthode très classique là, que nous on a l'habitude d'utiliser en recherche, pour essayer d'aller plus loin dans la trajectoire de ces jeunes, de revenir vraiment sur les différentes étapes de leur trajectoire et de leur permettre d'avoir un espace où s'exprimer individuellement à l'écart du groupe. Et vous n'êtes pas sans savoir que, bien entendu, ce qui va être dit en individuel va pas être la même chose exactement que ce qui va être dit en collectif. Et donc il y a toute une série de thématiques sur lesquelles on a pu revenir vers eux et rediscuter avec eux. Donc, par exemple, sur les questions de religion, notamment sur les questions de mariage, des jeunes filles qui pouvaient dire « je me marierai jamais avec quelqu'un qui n'est pas de ma religion », qui, en entretien individuel, avait un discours plus nuancé, sur les pratiques dans le quartier, sur ce qu'elles disaient faire ou ne pas faire dans le quartier, et puis comment ça se passe quand on le raconte en individuel. Et donc, on a pu ensuite enrichir les discussions et les analyses à partir de ça. On a travaillé sur la restitution. On s'est vraiment interrogé sur comment on allait restituer ce travail, comme je vous l'ai dit, pour ne pas avoir seulement des articles scientifiques. Donc il y a les vidéos qui sont sur le site internet dont je vous ai parlé, l'ouvrage collectif. Donc on a vraiment travaillé comme un abécédaire. En fait, on a travaillé avec un éditeur qui est une petite maison d'édition qui s'appelle CF Édition, qui nous a vraiment accompagnés dans le travail graphique. Alors j'insiste parce qu'en fait on s'est dit, mais si on a un livre classique qui se lit de A à Z avec des textes qui s'enchaînent, on ne va pas y arriver. On avait cet enjeu de dire, il y a des jeunes qui ont écrit des textes, il y a des chercheurs qui ont écrit des textes, il y a des professionnels qui ont écrit des textes, il y a des textes qui sont coécrits. Comment on va faire pour qu'il n'y ait pas le texte de chercheur et un petit encadré avec le jeune a dit, que ça n'apparaisse pas en fait comme un processus de re-hiérarchisation de tout ce qu'on avait essayé de déconstruire pour travailler ensemble. Et donc voilà, là il y a un vrai, on a beaucoup travaillé sur le graphisme pour que les textes n'apparaissent pas de manière trop différente les unes des autres. Enfin, vous pourrez nous faire des retours sur ce que vous en avez pensé, avec aussi beaucoup de photos, etc. Ce qui permet d'entrer par thème. Par exemple, vous voulez aller voir quelque chose sur le quartier, vous allez lire le quartier. Il y a des systèmes de renvoi d'une notice à l'autre pour se dire, voilà, ce thème est lié à tel autre. Et puis, vous pouvez aussi faire une lecture classique du début à la fin des 300 pages, si vous en avez le courage. On a aussi eu des produits scientifiques classiques, des articles scientifiques. Et puis on a aussi des produits qui mobilisent d'autres médias. Donc sur le site internet, il y a un film documentaire qui dure 3/4 d'heure, il me semble, sur le processus de la recherche, qui revient un peu sur ce que je vous explique là, mais en donnant la parole à la diversité des acteurs qui ont participé à la recherche. Il y a une pièce de théâtre vivace qui aurait été magnifique dans ce théâtre, donc j'invite Point commun à revenir vers nous pour la programmer, qui a été présentée au Congrès des centres sociaux le week-end dernier pour celles et ceux qui y étaient, qui est en fait une pièce qui n'est pas écrite à partir de la recherche, mais qui met en scène les textes de la recherche, donc qui met en scène essentiellement les textes des jeunes. Donc c'est une dramaturge qui a travaillé sur ajuster les textes en fait pour faire un travail de dramaturgie pour qu'ils puissent être sur la scène, et donc ça permet de balayer aussi là un grand nombre de thématiques, et c'est un outil à chaque fois ça marche vraiment bien, c'est vraiment un outil qui permet de lancer le débat, que ce soit avec des professionnels, avec des jeunes, avec des publics scolaires, avec le grand public, puisqu'il y a des points de vue très différents qui sont exprimés. Ce qu'on a essayer de faire dans ce travail, c'est de ne pas écraser les points de vue, c'est-à-dire de ne pas
ressortir avec un discours en disant voilà, c'est un jeune de quartier. Je vais peut-être pas assez insister là-dessus, mais un des points de départ ce qui nous a aussi motivés au départ, c'était de dire il y a cette catégorie jeune de quartier avec une image très stéréotypée derrière. On a envie de mener un travail qui montre qu'en fait il y a une grande diversité derrière, et on voulait que les productions issues de la recherche n'écrasent pas et ne retombent pas sur quelque chose de voilà comment pensent, comment sont, comment imaginent l'avenir les jeunes des quartiers. Donc le livre, comme la pièce de théâtre, en fait, montre une diversité de points de vue. C'est-à-dire qu'à la fin de la lecture, vous ne pourrez pas dire voilà, c'est comme ça, mais vous pourrez avoir un kaléidoscope de ce qui a été, ce qui fait ça. Il y a aussi une série de podcasts qui a été produit avec le média en ligne The Conversation France. Un film, Admire ma peau noire, qui a été réalisé par une jeune de la recherche qui, au fur et à mesure de la recherche, a vraiment réfléchi sur ces questions de discrimination et sur comment elle pouvait prendre la parole, elle, pour parler de ça. Et donc, elle a invité ses copines de la recherche et au-delà à témoigner dans ce film documentaire qui est accessible en ligne, dans lequel elle a réfléchi sur ces questions. Et puis il y a des nouvelles recherches qui ont été conduites par la suite. Alors pour terminer, si j'ai encore 5 minutes, je voulais simplement vous donner quelques résultats sur les trajectoires, parce que c'est quelque chose qui, on m'a dit, vous intéressait pas mal de savoir ces questions d'études, de trajectoires. Donc déjà dans le livre ou sur le site internet, vous avez un certain nombre de notices qui sont associées à cette question-là. Donc bien sûr, avenir, études, origine, et puis il y en a d'autres. Et puis on a publié récemment un article scientifique, mais qui est écrit en mettant en avant des portraits de jeunes. Donc vous pouvez aussi aller lire les portraits qui montrent une série de trajectoires. Ce qu'on a vu au fil de la recherche, c'est que les jeunes étaient plus ou moins entrepreneurs d'eux-mêmes. En fait, on est parti de cette notion d'entrepreneurs d'eux-mêmes, parce que c'est quelque chose, vous n'êtes pas sans le savoir, qu'on demande beaucoup aux jeunes aujourd'hui, et de plus en plus avec les processus de sélection scolaire. On leur demande d'apprendre à choisir les bonnes options, à choisir comment s'orienter, et à déjà penser à comment ils vont s'intégrer dans la vie professionnelle et dans la vie en général, et donc à devenir entrepreneurs d'eux-mêmes. Et cette injonction qui leur est faite, notamment aussi via la production d'un discours sur soi, c'est-à-dire écrire un CV, écrire des lettres de motivation, se vendre soi-même, cette injonction qui leur est faite est vraiment plus ou moins maîtrisée suivant les jeunes. Donc là, je vous apprends rien. Mais ce qu'on voit bien, c'est comment certains jeunes peuvent avoir un discours de maîtrise où ils semblent maîtriser tout à fait leur trajectoire, expliquer voilà, moi j'ai fait ces choix-là, voilà ma stratégie, etc. Et comment ils peuvent ensuite tomber de haut quand ils se retrouvent dans leurs études ou dans le milieu du travail, en se rendant compte à un moment qu'ils ont essayé de se conformer à un certain nombre de choses qu'on attendait d'eux et que en fait, c'est pas du tout là-dedans qu'ils veulent arriver. On a aussi beaucoup de récits qui sont marqués par l'indécision, par ce qu'on a appelé des trajectoires saccadées, des récits de découragement très forts, et là des difficultés beaucoup plus grandes à répondre aux attentes, et où là les jeunes n'arrivent pas à produire ce discours sur soi, à se présenter comme étant entrepreneurs d'eux-mêmes, sentent très fortement ce décalage, et là sont beaucoup plus dans une attitude de demande d'aide, de conseils, de soutien pour savoir comment avancer. Bien sûr, c'est en lien avec leurs capitaux scolaires, leurs capitaux familiaux, suivant où ils se positionnent, même s'ils sont tous de classe populaire, les classes populaires sont diverses, donc en fonction de où ils se positionnent, et puis en fonction de ce qui leur est arrivé dans leur parcours. Alors il y a beaucoup d'histoires de discrimination qui créent des ruptures dans les parcours. Notamment pour les jeunes filles qui décident de se voiler à un moment, ou qui sont voilées et qui décident de bifurquer complètement de trajectoire parce qu'elles souhaitent pouvoir continuer à porter leur voile. Donc plusieurs jeunes filles qui, a priori, seraient plutôt faites pour aller en BTS ou en DUT, mais ces études-là, c'est dans des lycées, et donc aller dans un lycée, ça veut dire retirer son voile, qui donc vont à la fac, qui se retrouvent dans des promotions, des amphis
pire que celui-là, et qui voilà, bon, à l'université, on a assez peu les moyens d'accompagner individuellement les étudiants dans les premières années, et qui se retrouvent rapidement en décrochage. Alors je généralise pas, hein, c'est pour vous dire quelques exemples. Mais ce qu'on voit, c'est aussi toutes les stratégies qu'ils mettent en place, que ce soit des stratégies dans leur discours ou des réelles stratégies pour s'ajuster aux différentes contraintes. En disant, par exemple, j'ai Parcoursup, alors Parcoursup, j'avais demandé telle formation, mais je ne l'ai pas eu. Mais en fait, c'est mieux parce que cette formation-là me correspond plus. Donc un discours d'ajustement aux contraintes pour aussi continuer à aller de l'avant et se dire, en fait, là, je vais quand même trouver quelque chose, je vais quand même, des manières de rebondir et de s'ajuster pour y arriver. Et puis des tactiques différentes, de se dire, voilà, moi j'ai demandé, j'ai tout fait pour aller, par exemple, dans un lycée à Paris, parce que je me suis dit qu'en allant dans un lycée à Paris, ensuite, je pourrais demander les études que j'ai envie de faire par rapport à mes camarades qui vont rester, voilà. Et c'est là que c'était intéressant de travailler à l'échelle de la région Île-de-France aussi, parce que quand on habite à Pantin, aller dans un lycée parisien, le 19e, c'est juste à côté. Par contre, quand on habite à Corbeil-Essonnes, ou à Clichy-sous-Bois, avoir cette stratégie-là, c'est quand même tout un autre travail. Bon, voilà quelques éléments, on pourra y revenir dans la discussion. Sur l'engagement, là non plus, je ne vous apprendrai rien, mais on a bien sûr, la recherche a confirmé que les jeunes des quartiers populaires aujourd'hui sont engagés, ont envie de s'engager. Mais simplement que ça ne correspond pas au cadre traditionnel de l'engagement avec lesquels on peut parler dans le discours majoritaire, dans le discours médiatique. Notamment, on a très peu de jeunes qui se reconnaissent, qui s'intéressent à la politique. Alors quand on leur demande « vous intéressez-vous à la politique ?» qu'ils entendent au sens de voter, participer aux élections, se présenter, faire partie de listes, devenir élu, etc., même s'il y en a. Majoritairement, ils disent non, ça m'intéresse pas, voilà. Mais en fait, ils font de la politique, simplement d'une autre manière. Ce qui apparaît, c'est que ce qui mobilise vraiment les jeunes, c'est des engagements concrets, immédiats, avec des résultats rapides. Par exemple, les maraudes. Pendant le Covid, il y a eu tout un tas ça a vraiment émergé avec force, hein, avec des initiatives d'engagement liées aux questions de solidarité. Ça n'a pas émergé, mais ça a été rendu visible d'un coup. Et puis ils expliquent par exemple que pour eux, l'engagement, la maraude, c'est un groupe WhatsApp, c'est pas un engagement sur une longue durée où on va aller adhérer à une association, puis je ne sais quoi faire. On va à un moment dire oui, moi ça m'intéresse, je me mets sur le groupe, je vais participer à faire les cours, je vais participer à faire la distribution, et puis j'y retournerai peut-être ou peut-être pas, et peut-être que ça va m'amener à faire autre chose derrière. Mais c'est des engagements ponctuels. Beaucoup d'engagements qui sont liés donc à la solidarité sur le quartier, à la solidarité familiale, la solidarité de voisinage, et beaucoup d'engagements aussi qui sont liés au pays d'origine. Alors, la plupart des jeunes avec lesquels on a travaillé sont nés en France, mais souvent au pays d'origine du coup, de leurs parents, avec des questionnements autour de comment travailler sur les questions humanitaires, hein, faire des voyages humanitaires, aller récolter des fonds pour pouvoir partir ou pour pouvoir avoir des échanges. Et ça se traduit aussi dans les projections d'avenir professionnel, avec énormément de jeunes qui s'imaginent entrepreneurs et dans l'import-export, ou en tout cas dans un lien avec le pays d'origine, quand ils ne s'imaginent pas tout simplement retourner dans le pays d'origine, et notamment très fortement pour les jeunes musulmans, et les jeunes femmes musulmanes spécialement, qui se disent qu'elles ne pourront jamais en France vivre leur religion comme elles l'entendent, et qui donc se projettent dans cet avenir-là. Ce qui ne veut pas dire qu'elles le feront effectivement, hein. On est en train aujourd'hui de refaire une vague d'entretiens avec les jeunes avec lesquels on a travaillé. Donc 5 ans plus tard, par rapport aux entretiens, c'est pas forcément ça qui est arrivé, hein. On parle bien de la projection et autant de la jeunesse, dans quel avenir on peut se voir. Et je vais m'arrêter là parce que je pense que j'ai déjà dépassé. Je vous remercie pour votre attention, et bien sûr, toutes les questions sont les bienvenues.
leur quartier pour faire mousser un petit peu tout ça et faire bouger peut-être les choses ou les mentalités ou les emmener à s'investir, à s'engager ou autre. Voilà. Alors, on a vraiment eu ce principe de ne pas intégrer d'autres jeunes dans les groupes de la recherche. Ça fait partie du protocole de la scientifique. On a dit qu'on travaille avec les mêmes jeunes du début à la fin. Néanmoins, on a fait des temps de restitution, on a par exemple montré les vidéos, on a fait des temps d'échange à partir de ce qui avait pu être fait. Et les structures avec lesquelles on a travaillé ont aussi parlé du travail. Donc ça a été, même pour les professionnels aussi, une manière de retrouver du sens ou de retrouver d'autres manières de trouver d'autres manières de travailler avec les jeunes. Donc ça a pu amener un nouveau souffle, on va dire, par endroit. Et ça a créé des connaissances nouvelles, ça a élargi les publics des structures, puisqu'on a travaillé au sein de structures, mais pas forcément avec uniquement les jeunes de la structure. Donc ça a pu amener des jeunes qui n'y étaient pas, et ça a pu, voilà, autour de ça, amener d'autres personnes. Et après, sur certains territoires, la recherche a amené d'autres formes de recherche ou d'autres projets. Donc notamment à Corbeil-Essonnes, des recherches continuent autour des questions de RIX notamment, qui sont des questions très fortes. Donc il y a une association qui s'est créée, une association qui est composée à la base des jeunes qui ont participé au projet, qui s'appelle Culture et Loisirs pour tous, où ils travaillent cette question des RIX, ils travaillent sur les liens entre les grands et les petits. Ils ont organisé des séjours, etc., sur ces questions-là. À Clichy-sous-Bois, ils ont continué à travailler en intégrant d'autres jeunes sur les questions vraiment d'engagement. Donc ils ont fait un voyage à Montréal, ils ont fait un voyage à Atlanta. Ils sont vraiment dans cette dynamique de on va voir ailleurs, on va se nourrir, on revient. Et donc ça amène aussi, il n'y a pas une nouvelle association qui s'est créée, mais avec une association partenaire, ils se sont formés du coup à la recherche de financement, comment on construit un projet, comment on va chercher des centres d'intérêt, etc. Et d'un point de vue individuel, donc là c'est ce qu'on est en train de travailler en retournant voir les jeunes avec une méthode classique d'entretien. On a vu comment la recherche a pu donner des compétences aux jeunes, mais surtout leur donner de la légitimité, enfin le sentiment de légitimité en tout cas, c'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui maintenant mettent la recherche, le fait qu'ils ont participé à la recherche dans leur CV, qu'ils le disent, ils en parlent dans les entretiens, ils viennent avec le livre aux entretiens pour expliquer ce qu'ils ont fait et pour ne pas dire qu'on vient d'un quartier, mais arriver à expliquer qu'est-ce que ça veut dire et en quoi ça a pu, qu'est-ce que ça peut apporter aussi pour le métier qu'ils auraient à exercer et montrer qu'ils sont capables aussi de réfléchir, d'analyser, de parler, ça à des niveaux plus individuels du coup. Merci. Michel Forget, je suis président d'une association qui s'appelle l'Emploi Mission Action. Je voulais vous poser une question parce que vous avez tout à l'heure abordé le problème de la religion et plus particulièrement, vous avez cité effectivement le cas de jeunes filles qui renonçaient à certaines trajectoires dans le but effectivement le port du voile est finalement un petit peu l'obstacle et donc elles abandonnaient effectivement des trajectoires BTS, etc. pour aller en fac et puis quelque part c'est un peu un constat d'échec. Lié à cela, moi je fais un rapport immédiat avec ce qui s'est passé ce week-end dans le monde du sport, avec tous ces jeunes, ces hommes qui ont refusé effectivement de porter des maillots dans le cadre effectivement de cette journée de LGBT, de la reconnaissance de l'homosexualité. Est-ce que vous ne pensez pas que votre ressenti plus exactement sur cet aspect-là, au travers effectivement de ce que vous connaissez, est-ce qu'il n'y a pas un communautarisme qui peut devenir effectivement qui peut progresser? Et ce cloisonnement, est-ce que c'est pas inquiétant? C'est bon. Alors, je ne pense pas avoir dit que la religion était un problème, ou si je l'ai dit, je me suis mal exprimée. Sur les questions des jeunes filles, ça a
agit sur leur trajectoire, mais comme d'autres choses peuvent agir sur leur trajectoire. C'est-à-dire qu'à un moment, dans les jeunes des quartiers populaires, par exemple, peuvent souvent se trouver confrontés à des enseignants qui vont les orienter dans une direction plutôt que dans une autre. Ça oriente tout autant la trajectoire. Donc c'est vraiment dans ce sens-là que je le disais, hein, c'est comment ça peut amener. Donc moi, je ne vais pas m'engager sur un débat sur les questions de communautarisme. J'irai plutôt sur la force des communautés et sur ce que ces jeunes ont montré de ce que pouvait leur apporter la force de leur communauté dans un sens plus large que la question simplement religieuse, plutôt la question du territoire, la question des solidarités de voisinage, de quartier, comme j'en ai parlé à la fin, et comment ces territoires peuvent leur apporter une assise solide pour la suite. Donc voilà, je pense. Enfin, nous, on n'a pas fait émerger au fil de la recherche une croissance du communautarisme ou un séparatisme. Voilà, c'est vraiment pas ces choses-là qui sont venues. Ce qui est apparu, c'est comment les jeunes sont en période de construction, cherchent à se construire, et que la religion, pas d'une manière intégriste, hein, la religion comme une assise qui aide à se construire, une base qui aide à se construire et dont, à un moment, on peut s'émanciper ou on continue à vivre avec, ce qui ne signifie pas qu'on peut quand même être émancipé malgré tout. Voilà, donc c'est ce dialogue entre les deux, comme j'ai dit. Donc, encore une fois, c'est le moment où on a travaillé avec les jeunes, c'est un instant T de leur trajectoire et c'est la manière dont ils s'imaginent dans l'avenir. Ça ne veut pas forcément dire qu'ils vont faire les choix qu'ils disent à ce moment-là. Dernière question. Désolé si c'est la dernière question, il y a peut-être d'autres personnes qui voulaient prendre la parole. Ce ne sera pas la dernière. Josué Romoy, je suis de la CAF du Val d'Oise et je voulais vous poser la question on est certainement, on représente certainement plein d'institutions, à la fois de communes, de centres sociaux, d'associations, d'institutions, même de partenaires qu'on appelle les partenaires financiers. Quelles leçons, quel enseignement vous pourriez tirer ou nous conseiller en fait de votre recherche sur nos dispositifs, sur nos actions, et pourquoi pas même notre schéma départemental? Alors, je ne vais pas m'engager sur des thématiques. Moi, ce que je retiens vraiment de cette recherche, c'est la force de la méthode qu'on a adoptée et qui me semble avoir vraiment permis aux jeunes à la fois d'exprimer des besoins, des attentes, etc., desquels on peut repartir sur les différentes thématiques qu'on a travaillées pour construire des plans d'action, mais de voir aussi comment ça les a engagés dans un processus, comment ça les a aussi mis en mouvement. Alors non pas qu'ils étaient immobiles avant, mais ça les a amenés dans une dynamique d'analyse, de réflexion qui me semble intéressante quand on réfléchit aux politiques publiques. Quand je dis ça, c'est donc quand par exemple, vous parlez du schéma départemental, et ben c'est comment, dans un schéma départemental, on ne va pas forcément définir les priorités d'emblée en disant, voilà, nous, en tant que professionnels, on identifie telle priorité, mais comment on va réfléchir à une méthode qui permet de travailler avec les jeunes pour définir les priorités avec les jeunes et d'engager les jeunes dans la définition de ces priorités et donc dans la résolution des problèmes ensuite. Alors c'est complètement utopique ce que je dis, parce que ça veut dire de le faire à grande échelle, ça paraît beaucoup, mais nous ce qu'on a vu, c'est comment en fait à partir de 10 quartiers, ce qui était quand même déjà un nombre important, on a pu mobiliser ces jeunes sur le temps long, il y en a encore qui sont très mobilisés, qui continuent à faire des recherches, en partant de petits groupes, comment on arrive à agglomérer ensuite et à les engager dans un processus. Et à les reconnaître comme, ça je pense que vous en êtes tous convaincus, mais à les reconnaître comme des gens qui ont des choses à dire, qui sont capables de réfléchir, qui sont capables d'analyser et qui
sont pas, qu'on va pas réduire à dire, comme c'est dit dans un des textes et dans la pièce de théâtre, qu'est-ce que tu veux nous jouer comme morceau de rap aujourd'hui, situation à laquelle ils se sentent régulièrement réduits d'après ce qu'on a pu travailler avec eux, quoi. Bonjour, je m'appelle Macan, je suis chef de service à l'association Images sur le territoire de Goussainville et de Fos. Pour commencer, je tenais à vous féliciter pour votre travail. Ça donne envie d'aller plus loin et de voir concrètement sur le livre quels ont pu être les échanges des jeunes. Et je voulais savoir au niveau des jeunes, est-ce que ça arrive que les jeunes vous accompagnent lors de présentation de votre recherche? Je trouve ça dommage qu'on n'ait pas pu en avoir quelques-uns. Et aussi, avec quel type d'association vous avez travaillé pour mener votre travail? Et est-ce que les jeunes entre eux ont pu avoir des échanges? Est-ce qu'il y a pu y avoir, je sais pas, un groupe WhatsApp, parce qu'ils se sont vus après, est-ce qu'ils ont tissé des liens ou, voilà. Alors oui, ça arrive très souvent que les jeunes viennent, mais ça arrive moins souvent au fur et à mesure qu'ils rentrent dans le monde du travail. Donc là, en l'occurrence, aujourd'hui, c'est un peu compliqué, mais ils viennent, en ce moment, ils sont déjà quand même pas mal mobilisés sur les représentations de la pièce de théâtre, puisqu'en fait, quand la pièce de théâtre est jouée, on fait ce qu'ils appellent un bord plateau à la fin, enfin des débats en fait avec le public. Et la pièce a été beaucoup jouée ces derniers temps, donc on les a pas mal mobilisés sur ces questions-là. Et sinon, c'est beaucoup des questions d'agenda en fait. C'est-à-dire que quand on a des sollicitations comme celle-là, on diffuse. Et ensuite, on voit si les personnes sont ou pas disponibles, mais c'est toujours très, très enrichissant. Ce qu'on essaye aussi, c'est de les faire venir dans les événements scientifiques, qui puissent prendre la parole devant aussi des chercheurs pour parler de leurs analyses. À la deuxième question, c'est est-ce que les jeunes ont pu échanger alors, dans le type de structure avec lesquelles on a travaillé, donc c'est essentiellement, alors c'est pas essentiellement, c'est très divers, pardon, c'est des espaces jeunesse municipaux, gérés par des municipalités, donc comme à Pantin, par exemple, c'est un espace municipal jeunesse. À Nanterre, on a travaillé avec une association d'accompagnement socioculturel, avec une association de théâtre et avec un club de prévention, donc 3 acteurs qui ont l'habitude de travailler ensemble sur le quartier. C'est avec ces 3 acteurs qu'on a travaillé. Voilà, suivant les territoires, en fait, c'était vraiment soit des structures municipales, soit des associations, soit des clubs de prévention, soit, comme à Corbeil-Essonnes, c'est plutôt des personnes qui étaient engagées dans le quartier, qui connaissaient des jeunes, qui avaient envie de s'impliquer dans la recherche, et voilà, qui avaient une expérience dans ce milieu, mais qui n'étaient pas rattachées à une structure en particulier, en fonction des spécificités du terrain. Et aujourd'hui, les jeunes continuent à dialoguer, donc soit sur leur... alors, il y a bien sûr des jeunes qui ont disparu, hein, c'est pas non plus le monde idéal où tout le monde est resté mobilisé. Voilà. Et puis en plus, entre 17 ans et 23 ans, si je prends ceux qui avaient 17 ans au début, il s'est passé des choses dans leur vie. Ils ne sont pas forcément tous encore intéressés sur ce projet, mais il y a quand même encore des jeunes qui sont dedans. Et donc ils ont continué comme je disais, alors il y a des amitiés qui se sont créées, il y a eu un bébé qui est né, pour la petite histoire, il y a quand même des choses comme ça qu'il faut qu'il y ait du lien durable entre les jeunes des quartiers. Et sur un plan plus lié à la recherche spécifiquement, ce qu'on sait, c'est qu'il y a des groupes WhatsApp qui se sont créés entre les jeunes et des échanges notamment sur les questions d'engagement. Il y a des jeunes qui maintenant qui se sont présentés aux dernières municipales, par exemple, sur les listes pour être élus, et donc il y a des expériences qui se sont échangées comme ça. Enfin, ça a créé du réseau quand même entre eux sur des thématiques en fonction de leurs intérêts. Et ça, c'est le travail qu'on essaye de faire aujourd'hui, c'est de savoir ce que ça a produit. Voilà.
Oui, c'est une question très courte. Déjà, je suis tout à fait d'accord avec monsieur, c'est-à-dire qu'on reste sur un goût de trop peu. Voilà, on a envie d'en savoir plus, donc c'est très bien, on ira voir toutes les ressources que vous avez présentées. Ma question, c'était plutôt de se dire, est-ce que pendant le temps de votre recherche participative, vous avez vu l'évolution de la réflexion des jeunes? Enfin, est-ce que ça a eu un impact dans le positionnement qu'ils pouvaient avoir à l'entrée dans la recherche et à la sortie? Je vais aussi faire une réponse courte, mais l'évolution principale et ce qui nous tenait à cœur, et on est content que ça a pu se produire, c'est de se rendre compte que des situations individuelles sont en fait des situations collectives, et de comment on arrive à faire cette montée en généralité, en fait, à se dire, ben oui, moi, ce que je vis, si je reprends, je sais pas, la gentrification que je vous ai montré sur la vidéo tout à l'heure, oui, moi, ce que je vois de ma fenêtre et comment je vis, etc. Et en fait, je le garde pour moi et j'en parle pas trop parce que il y a aussi un sentiment de honte, ou je sais pas trop comment me positionner par rapport à ça, j'ai pas d'arguments, je sais pas comment en parler. Le fait de le mettre en commun, de se rendre compte que d'autres personnes partagent, alors pas forcément le même discours, mais en tout cas ont aussi un questionnement sur ce sujet, ça permet d'en débattre. Ça, les jeunes nous l'ont vraiment répété, enfin des espaces de débat. Donc si je peux revenir sur la question d'avant, c'était vraiment ce manque d'espace de débat. Après, des fois on en propose, ils viennent pas, etc. Je sais bien, mais en tout cas quand ils y sont, visiblement ça les nourrit. Et puis à partir de là, d'arriver à comprendre qu'est-ce qui produit, par exemple, cette gentrification, pourquoi ça se passe comme ça, donc de discuter de ça, et du coup d'arriver à comprendre qu'ils sont un petit point dans la machine, et que c'est pas leur responsabilité personnelle, et c'est pas eux, leur action individuelle qui va permettre de changer l'ensemble, mais comment on travaille ensemble et comment on arrive à construire un discours. Donc c'est vraiment, pour moi, c'est ça, c'est ça quand je parlais d'émancipation ou d'empowerment, hein, c'est comment on arrive à avoir un discours sur soi, un discours sur ses expériences, à la partager avec les autres et du coup à en sortir plus fort. Il peut y avoir les mêmes choses sur d'autres thématiques, hein, sur les questions des relations filles-garçons, dire ah oui, vous aussi les filles c'est comme ça, ah mais en fait toutes les filles on est toutes des filles noires dans le même quartier mais on n'a pas du tout les mêmes expériences et comment ça se fait, pour prendre des exemples qui nous ont été donnés, et de travailler sur ces questions-là pour ensuite être capable d'y réfléchir et donc de s'en affranchir au sens vivre avec ou les dépasser, quoi.